Ah oui, oui. Il y en a que j'ai eu entre les mains. Oh là là. Ah ouais. Ça va être la gueule. Merde. Le calcul. Première année. Ah, ça va leur faire drôle. Allez, bonne journée, hein, et merci pour les bouquins. Apprendre à raisonner. Édition Nouveau Franc, arithmétique cours moyen, classe de 6e et 7e. 23e leçon. Arithmétique et vie pratique. Problème de multiplication. Traitements et salaires. Gain. Les travailleurs sont payés à l'heure. Salaire horaire des ouvriers de l'industrie, femmes de ménage, à la journée. Salaire journalier des ouvriers agricoles. Au mois, traitement mensuel des employés fonctionnaires. Les médecins, avocats, architectes reçoivent des honoraires. Fin. Multiplication successive. Problème. Un ouvrier gagne 2,50 nouveaux francs par heure et travaille 8 heures par jour. Quel est son gain pour un mois de 25 jours de travail? On peut calculer combien il gagne par jour de 8 heures et puis en nouveaux francs, 270 centimes par heure, par 8 heures, 2000 centimes par jour ou 20 nouveaux francs par jour. On calcule ensuite ce qu'il gagne en 25 jours, 20 nouveaux francs par jour multiplié par 25 jours, 500 nouveaux francs. On peut calculer le nombre d'heures de travail en 25 jours, 8 heures par jour multiplié par 25 jours, 200 heures. On calcule ensuite ce que l'ouvrier gagne en 200 heures en centimes, puis en nouveaux francs, 250 centimes par heure multiplié par 200 heures, 50 000 centimes ou 500 nouveaux francs. 543. Un ouvrier agricole gagne 14 nouveaux francs par jour et a travaillé 12 jours dans une quinzaine. Combien recevra-t-il? 544. Un ouvrier travaille 40 heures par semaine et gagne 2,80 € nouveaux francs par heure. Quel est son gain pour une quinzaine? 545. Un ouvrier agricole est payé 14 nouveaux francs par jour. Combien recevra-t-il pour une semaine de 6 jours de travail? Pour 56 semaines. 546. Effectuez les multiplications. 12 605 multiplié par 12, 659 multiplié par 25, 685 multiplié par 308, 63 multiplié par 48. Addition et multiplication. Problème. Un ouvrier et son fils ont travaillé 23 jours dans un mois. Le père gagne 22 nouveaux francs par jour et le fils 14 nouveaux francs. Quel est leur gain total pour le mois? On peut calculer le gain du père puis le gain du fils et faire la somme. On aurait pu calculer le gain total en un jour qui est 36 nouveaux francs puis le multiplier par 23. Problème. 547. Un ouvrier gagne 19 nouveaux francs par jour de travail. Combien peut-il gagner dans une année de 300 jours de travail? L'an dernier, il a dû chômer 5 jours de plus. Combien a-t-il gagné? 548. Un employé reçoit un traitement mensuel de 408 nouveaux francs, auquel s'ajoutent 35 nouveaux francs d'indemnité de charges de famille. Combien cet employé gagne-t-il par an? On peut calculer séparément le traitement et l'indemnité. 549. Un maçon a travaillé 4 semaines à raison de 6 jours par semaine et 8 heures par jour. Il est payé 2,80 € nouveaux francs de l'heure. Combien a-t-il gagné? 550. Un employé a un traitement mensuel de 553 nouveaux francs, mais il laisse chaque mois 25 nouveaux francs pour la sécurité sociale. Combien a-t-il gagné? 551. Une femme de ménage travaille 5 heures par jour au tarif de 1 franc 1,20 nouveaux francs par heure. Elle travaille tous les jours, sauf le dimanche. Le samedi, elle fait la lessive, qui lui est payée 5,50 nouveaux francs en plus. Combien gagne-t-elle par semaine? 552. Dans une usine, les ouvriers font 48 heures de travail par semaine et sont payés 1,90 nouveaux francs. Oh l'idiot! Et sont payés 1,90 nouveaux francs par heure. Euro. T'as vu ça où? Euro.
Quelle somme devra verser le caissier à la fin d'une semaine pour le paiement de 235 ouvriers, dont 45 ont fait chacun 4 heures supplémentaires payées le double? 553. Un ouvrier agricole a travaillé 150 jours dans une ferme. On lui a donné 20 kg de beurre valant 8,50 nouveaux francs le kilo, 35 douzaines d'œufs valant 1,90 nouveaux francs la douzaine et 1900 nouveaux francs en argent. Combien cet ouvrier a-t-il gagné dans cette ferme? 2. Il aurait pu être payé entièrement en argent à raison de 14 nouveaux francs par jour. Combien aurait-il reçu, en plus ou en moins? 554. Au cours d'un mois, un représentant de commerce a voyagé pendant 21 jours. Il a reçu 500 nouveaux francs de traitement, 21,50 nouveaux francs par jour de frais de voyage, 625 nouveaux francs de commission sur les affaires qu'il a traitées. Combien a-t-il reçu pour le mois? Sans frais de ses frais de voyage se sont élevés en réalité à 298,50 nouveaux francs. Quel a été son traitement mensuel net? Et ainsi de suite. C'est imprimé en 1960. Donc j'avais 7 ans. Donc, en gros, c'est ce que moi-même j'ai dû supporter à l'école primaire. Ben, t'en reviens pas. Alors, attention. Voix off, mode podcast. C'était il y a 10 jours. On préparait, avec les amis du cycle Atelier d'écriture, un hommage à une conteuse, Martine Tollet, participante, généreuse, ouverte, décédée brutalement en décembre dernier. Il se trouve que là où j'habite, Martine Tollet était née en Belgique et pendant la guerre, elle et sa famille avaient été là, installés à Saint-Cyr-sur-Loire. Souvent, il y a des photos sur mon site, sur mon Facebook, évidemment, et elle me disait mais qu'elle les reconnaissait comme si son enfance lui revenait précisément, justement parce que très peu de choses avaient changé. Et on s'est mis à préciser ça, en particulier l'école primaire. C'est l'école primaire où mes propres enfants ont été scolarisés. Alors pour cet hommage, j'avais repris un texte où elle parlait de comment cette famille de Belges était considérée par les gens d'ici, comment ces enfants-là, réfugiés de guerre, étaient un petit peu traités, considérés de haut, mis à l'écart. C'est pas fastoche. Et je m'étais mis dans l'idée de retourner juste là avec cet appareil, filmer juste quelques plans. La mairie, l'ancien bureau de poste qui maintenant est devenu genre de salle des fêtes. Entre les deux, il y a une piscine qui n'existait pas. Je descends, il y a l'école. Et l'école, il y a 3-4 ans déjà qu'elle est fermée. Alors, moi, je passe pas souvent dans ce coin de voiture, mais quelquefois, je fais exprès de prendre la petite rue juste pour voir comment ce vieux bâtiment vieillissait, avec sa cour, ses platanes, son préau. Et puis, un bâtiment fermé, ça peut rester des années, identique à lui-même. Et ce matin-là, en venant filmer uniquement quelques plans de l'école, de la Loire en dessous, pour cet hommage à Martine Tollet sur les textes qu'elle avait écrits sur ce lieu à propos de son enfance, eh bien, la pelleteuse, la démolition. Je commence à filmer discrètement la pelleteuse. Un des gars du chantier, le contremaître, m'interpelle. Je dis, qu'est-ce que vous m'emmerdez celui-là? Bon, je lui dis, ouais, mais je filme ça, c'est pour envoyer à mes enfants, ils étaient scolarisés là. Mais le gars, en fait, il était tout content. Mais approchez. Si j'avais pu, je crois que j'aurais suivi tout le chantier. Puis il me dit, vous avez vu la benne? Elle est pleine de bouquins. Et là, j'approche, et lui, il les soulevait comme ça. Texte littéraire, calcul. Bon, j'en ai pris 2 ou 3. Il n'y a pas de raison de pleurer là-dessus, sinon que moi, quand je retourne dans mon bled d'enfance en Vendée, c'est la première chose que je vais voir, la vieille cour d'école. Il n'y a plus d'école et il n'y a plus de murs, mais l'arbre, la cour, ça existe toujours. Et bien, tout d'un coup, il y a un surgissement qui revient. Bon, je crois que mes enfants, quand ils repasseront ici, il n'y aura plus ce surgissement.
Texte littéraire, c'est l'autre livre que j'ai pioché dans la benne. Et là, c'est 1946, cours moyen. Ça m'a étonné parce que 1946, c'est juste un an après la guerre. Quand même 6 ans, l'occupation, etc. Et ça traverse pas du tout. Il n'y a aucune allusion. Évidemment, il devait y avoir d'autres cours, histoire, instruction civique. Alors, c'est quoi un texte littéraire? Lecture et récitation, exercice de rédaction. Et il en a vu, hein. Il scotchait, tout ça. C'est la table des matières qui était très curieuse, très organisée, très... Table des matières, la rentrée. La rentrée, Anatole France. Enfant, que vas-tu faire à l'école? Louis Déry. La maison d'école, Moselly. L'école, le petit chose, Alphonse Daudet. Drouot, écolier, Lacordaire. La reine, Thierry. La sortie de l'école, Edmond et Jules de Goncourt. 3. Les camarades, Jeannot et Colin. Jeannot et Colin, suite, Voltaire. Léon le boiteux, Écart. L'automne. Ensuite, donc, c'est les saisons. Vendange, au vent d'automne, la chute des feuilles, puisque ça correspond au déroulement de l'année scolaire. Et ce qui est très étrange ensuite, c'est qu'il y a juste la mort. Il y a la mort, l'enfance, la mère, les grands-parents, ensuite la maison, la ménagère, les repas, Noël. Le livre sera synchrone de l'installation dans le cours de l'année scolaire, l'hiver, scènes et portraits, le marché, animaux domestiques, oiseaux, au moment du printemps, premier sourire de printemps, un petit Parisien à la campagne, le labour. Mais la mort, pensée des morts, Lamartine, le coffret, Rodenbach, après la mort du père, Jules Leroux, page 35. Des enfants en cours moyen, en 1946, après la mort du père. 5 jours après l'accident, le père dormait au cimetière. Pendant ces heures d'agonie et de deuil, la mère et l'enfant vécurent dans une sorte d'hébétude qui engourdit la conscience et anesthésie le cœur. Ils ne comprirent leur malheur que lorsqu'ils se retrouvèrent seuls le soir de l'enterrement. Au dehors, comme dans leurs âmes, la nuit tombait lourde sur la neige, la tête enfouie dans ses bras appuyés sur la table où son mari ne s'assiérait plus. Marguerite pleurait, et son voile de crêpe pendait jusqu'à terre. C'était fini. Il y a 8 jours, on vivait dans la joie, dans la certitude du bonheur, et maintenant l'irréparable s'était accompli. Se pouvait-il qu'elle ne verrait plus son mari ? Qu'elle n'entendrait plus son pas rapide dans le corridor, ni son rire, ni sa voix sonore. Dans un coin, Paul pleurait de voir pleurer sa mère, effrayée par les sanglots, son balbutiement, et par l'obscurité hostile de la chambre mortuaire. Allume la lampe, maman. Dans la lumière crue du pétrole, le visage de la mère apparut, douloureux, avec les yeux gonflés. Elle saisit âprement son fils, le serra dans ses bras et l'embrassa avec désespoir. « Mon petit Paul, aimons-nous bien, nous sommes seuls, je n'ai plus que toi. » L'enfant entoura de son bras le cou penché de sa mère, et le geste de caresse fit tomber le voile noir, et longtemps ils demeurèrent ainsi, la pensée vide, ne pouvant que souffrir. Jules Leroux. Notice sur l'auteur, Jules Leroux est né en 1880, auteur contemporain, disparu en 1915 au cours de la Grande Guerre. Les mots, agonie, voire page 29, hébétude, ralentissement des facultés intellectuelles par suite de l'excès d'inquiétude ou d'occupation qui ne laisse pas la possibilité de penser. T'expliques hébétude à qui, là? À l'enfant du cours moyen ou à l'instit qui est censé ne pas le savoir? Anesthésie, privation de sensibilité, balbutiement, paroles incomplètement articulées et difficiles à comprendre, lumière crue, non adoucie, trop vive et difficile à supporter. Lisons avec expression, scène poignante dans un foyer que la mort du père vient de bouleverser. Imaginons d'abord le désespoir de la mère devant l'irréparable, l'effroi de l'enfant et sa supplication douloureuse, puis l'élan des deux êtres encore plus unis par le malheur. Les paroles de la mère
sont comme hachés par des sanglots. Des idées semblables sont exprimées dans les vers suivants. Quand l'être cher vient d'expirer, on sent obscurément la perte, on ne peut pas encore pleurer. La mort se présente découverte. Ah non, la mort présente déconcerte. Sully Prudhomme, les solitudes. Exercice, compréhension du texte. Pourquoi la mère et le fils ne comprennent-ils leur malheur que le soir de l'enterrement? Quel sentiment éprouve la mère quand elle se retrouve à la maison? Essayez d'imaginer les paroles que l'enfant pourrait adresser à sa maman. T'es armé, petit enfant du cours moyen. Et ça correspond pile au moment où Martine Tollet y était à l'école. L'hiver, chute de neige, la plaine sous la neige, scènes et portraits, le coche et la mouche, une vieille servante, Flaubert, tiens, des faux et ridicules, un persan à Paris, des faux et ridicules, suite Tartarin et Bonhomé, le pays natal, la patrie, hommage à Guinemer, tiens, Guinemer, mon grand-père, Eugène, il était né en 1899 et en 1915, 16 ans. Comme il avait fait son apprentissage de menuisier en Vendée, on l'a envoyé dans une usine d'aviation vers Puteaux, Beson. Et là, il disait « J'ai touché le manteau de Guinemer ». Et il disait ça respectueusement, à 95 ans, 97 ans. « J'ai touché le manteau de Guinemer ». Alors comment ils en parlent, eux, de Guinemer ? Extrait du discours prononcé à la Chambre des députés à l'occasion du projet de loi décernant à Guinemer les honneurs du Panthéon. Cher enfant sublime, ton corps frêle, usé en 100 combats, percé de balles, offert sans cesse à la colère des vents et à la colère des hommes, est tombé enfin sous les coups de l'ennemi. Mais ton âme intrépide et superbe mène toujours à la victoire tes compagnons de lutte, et ton escadrille immortelle des cigognes aux couleurs françaises annonce là-haut dans l'azur la délivrance de l'Alsace. Oui, du fond de leurs fanges sacrées, ils te suivaient, nos troglodytes, ils frémissaient d'enthousiasme et d'orgueil volant au-dessus d'eux. Tu les entraînais vers les lignes allemandes et ils se sentaient vaincre. Ils s'aimaient en toi comme toute la France. Cher enfant, ta course est perdue à travers le ciel, si rapide et pourtant si pleine de gloire qu'elle éclaire à jamais toute l'histoire de notre race. Ton épopée ardente sera aux yeux des générations un double signe. L'aviation, malgré ses miracles, est encore dans l'enfance. Déjà, elle a changé l'existence humaine, et cependant, ce que nous voyons est peu de choses auprès de ce que verront nos fils. Le nom de Guinemer, résumant les splendides exploits de notre jeunesse, demeurera tant que la terre portera des êtres pensants, le symbole de l'héroïsme français dans la plus grande des guerres, et de la magnifique découverte qui, en donnant à l'homme des ailes, lui a donné une autre vie. Paul Deschanel, 1855-1922, orateur de talent, président de la Chambre des députés, puis président de la République en 1920. Les sons et les bruits. Tiens, ça quand même, c'est pas mal, tu comprends ça? La prose, comment elle peut dire l'univers sonore? Les ombres, la nuit. Ça, c'est moderne, ça. Nous, c'est ce qu'on va chercher dans Manganel, les bruits de prose, etc. Les rayons, le jour, qu'est-ce qu'il y a sur la nuit? À l'étoile du soir, Alfred de Musset. Rencontre fâcheuse, Georges Sand. Voici la nuit, Verlaine. La lune est rouge au brumeux horizon, dans un brouillard qui danse, la prairie s'endort fumeuse et la grenouille crie par les joncs verts où circule un frisson. Les fleurs des eaux referment leurs corolles, des peupliers profilent au lointain, droits et serrés, leurs spectres incertains. Vers les buissons errent les lucioles. Les chats huants s'éveillent et sans bruit rament l'air noir avec leurs ailes lourdes, et le zénith s'emplit de lueurs sourdes, blanches. Vénus émerge, et c'est la nuit. Paul Verlaine, poète à la vie mouvementée, errante et misérable. Son dernier ouvrage, Sagesse, éloquent retour à la foi de son enfance, lui valut une grande célébrité. Et mets ton mouchoir par-dessus. Il y a Horizon de France et Horizon lointain, avec un extrait de Shackleton sur le pôle sud et une forêt au Maroc.
c'est peu pour les lointains, au chapitre 37. La ville, chanteur des rues, fêtes et réjouissances, les métiers, les mineurs du Rouergue, 145. Les mineurs blêment le dos rond, ont sur la figure cet air écrasé, passif et grave que donne la lutte disproportionnée avec les éléments, la menace perpétuelle du grisou. Il faut les voir, les malheureux, le matin, à l'heure où l'équipe de nuit sort de la mine, un échafaudage à mi-côte, 4 madriers, une baraque en planche, un trou noir au milieu, c'est le puits de descente. Ceux de l'équipe de jour sont là, mal en train, assis ou adossés au mur. Ils attendent. Un signal, un coup de marteau qui vient de si bas, de si loin. La benne monte, elle émerge. Les hommes en jambes se secouent, éblouis par les rouges épées du soleil qui pointe, déchirant le voile épais des fumées. Au fond de la mine, 300 mètres de terre par-dessus la tête et des lieues de galeries, des heures de cheminement obscur, le front baissé sous les boisages à plat ventre dans les boyaux crevés qui s'étranglent. Le chantier est là, le front de taille comme ils disent, une brèche dans l'épaisseur du charbon, un trou dans le noir, et voici le mineur debout, nu jusqu'à la ceinture, piquant le mur de houille qui lui, brillanté de diamants noirs dans le rond de lumière envoyé par la lampe. Les bruits arrivent, étouffés, lointains, appels de mineurs, coups de marteau de la benne qui remonte, cahotement d'un train de wagonnets qui passe mené par un cheval fantôme. Et après ces bruits, de nouveau le silence. La succession insensible des heures toutes pareilles, également mornes, également lourdes. À quoi pense le mineur? Le mineur du Rouergue est un paysan, son rêve est un rêve de terrien, le souvenir de la vie au grand air, la vision du champ convoité par lui et qu'il achètera de son salaire. La compagne descendent avec lui dans la mine, et comme pour fouetter son désir, pour irriter sa nostalgie, voici venir, on ne sait d'où, des abîmes souterrains, une bouffée de musique printanière, si étrange à entendre et si douce. Ce sont des grillons apportés avec le foin des chevaux qui bruissent éperdument tous ensemble, évoquant le mirage de l'herbe fraîche, des espaces baignés de soleil et d'eau vive. Pouvillon, Pays et paysages, Plomb, éditeur. Notice sur l'auteur, Pouvillon, 1840-1906, né à Montauban, est un écrivain délicat qui a cherché à peindre les mœurs champêtres de son pays natal. Les mots blême, très pâle, benne, sorte de caisse en forme de tonneau employée dans les mines pour l'extraction du charbon. Boyaux, chemins longs et étroits dans la mine. S'ils sont très étroits, ils ont l'air de s'étrangler. Front de taille, le charbon à extraire se présente comme un mur que l'on taille avec le pic. Cheval fantôme, le cheval qui fait penser à un fantôme à cause de l'insuffisance de la lumière, de la demi-obscurité. Morne, sombre, empreinte de mélancolie, contraire, joyeuse, gaie, nostalgie, pensée mélancolique. Le mineur a hâte de revoir sa maison. Ces chants, le chant des grillons excite, augmente ce désir. Lisons avec expression 2 tableaux sombres de la vie du mineur. Le mineur au haut du puits voyait son teint blême, son dos rond, son air écrasé. Pourquoi ? Quelle phrase peint surtout la détresse des mineurs. Voici l'équipe de nuit et l'équipe de jour. Relevez les traits, accusant l'impression de tristesse. Le mineur au fond de la mine, ni lumière, ni espace, ni bruit, sauf quelques-uns atténués et lointains. Lesquels ? Imaginez le dur labeur des mineurs dans cette nuit profonde. 3. Au fond de la mine, les mineurs du Rouergue pensent à la vie au grand air, aux champs qu'ils achèteront avec leur salaire. Cette pensée augmente leur tristesse. Le rêve est si loin de la réalité. Exercice 5. Donnez des mots à la fouille de mine. Faites-les entrer dans des phrases de manière à éclairer leur sens. Nommez les bruits que l'on entend, étouffés. Nommez ceux que l'on entend dans votre classe. La phrase, une question, une réponse. À quoi pense le mineur ? La réponse à la question posée précise le rêve du mineur du Rouergue. De la même manière, posez la question « À quoi pense ?» au choix et faites la réponse complète. À quoi pense toi ? Et fais la réponse complète. Ensuite, un texte de Maupassant sur l'usine.
Les textes littéraires par J. Noguet, E. Abraham. Lecture et récitation. Exercice de rédaction court moyen. Lavozelle, Paris, Limoges, Nancy, 1946. Récupéré dans la benne. L'école est morte. Je peux pas le garder, il est trop abîmé. Mais je pouvais pas les laisser partir sans ce partage. Une manière de repenser aussi à Martine Tollet.